Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Toujours cette histoire, c'est le quatrième épisode de l'introduction à cette histoire de l'art qui serait finie et ce glissement du moderne au contemporain. Si vous avez suivi un petit peu, et sinon je vous résume, c'est facile. Les images sont partout. Les images sont partout, partout, partout. J'ai commencé un peu fort en parlant de photojournalisme et de la hyper-présence des images de presse, de people, de paparazzi, de politique. Et demain, je vais revenir à des grands enjeux avec les nouvelles capitales, avec cette histoire politique dans les années 30 et 40, c'est pas rien. Mais c'est ce qui fait aussi que souvent l'histoire de l'art dans les années 40, on a l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Et souvent, si on devait résumer de façon extrêmement rapide, l'art en Europe bascule aux États-Unis. C'est plus compliqué que ça, mais c'est pas faux tout à fait. Et puis on se rend compte un petit peu que il n'y a pas que ça. Et ce que je cherchais à faire avec ces 4-5 conférences d'introduction, et celle d'aujourd'hui porte, vous le voyez sur mon écran là-haut, sur la naissance du pulp, sur Hollywood, sur les stars, et un petit bout de Warhol parce qu'on ne pourra pas le traiter en une fois. Et si vous êtes en forme, parce que c'est pas tous les jours lundi, je vous ferai découvrir non pas le mythologie de Roland Barthes, ça je le ferai volontiers en parlant des Romains au cinéma et de leur célèbre frange. Ça fera une transition avec les Beatles d'hier. Mais si vous êtes en forme, je vous ferai écouter Le plaisir de l'image de Barthes, qui est là un passage beaucoup plus intello, compliqué, mais que j'essaierai d'expliquer parce que tout le monde va y avoir accès facilement. Résumons-nous un petit livre à lire. En fait, on peut commander sur Recyclivre. Pop Corner, l'idée de la pop culture qui commence dans les années 20. Je sais, je suis flou, c'est pas grave. Plus on est de flou, plus on rit. Qu'est-ce qui commence dans les années 20? Les pulps, c'est-à-dire des petits bouquins qui circulent, qui sont diffusés partout, qui sont même gratuits à une période. Ça s'appelle pulp à cause de wood pulp, c'est-à-dire c'est de la pulpe de papier bois de mauvaise qualité qui permet de diffuser des petits bouquins comme ça, des petits textes qui assez tôt vont parler de polar, de science-fiction, de choses comme ça. Un peu une littérature de gare, on pourrait dire ça comme ça. Si on était méprisant en faisant vraiment la distinction art savant et populaire, littérature de merde, un truc mal fait, mal écrit, aussi vite lu qu'oublié. Et c'est ça le plaisir. Voilà, c'est qu'on on peut passer du temps à découvrir ces petits bouquins. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous le comprenez, j'ai parlé de Wilhelm Flusser hier, c'est qu'il y a des philosophes qui, aujourd'hui, à partir des années 50, vont penser que les phénomènes culturels arrivent par les outils, en fait, par les supports. Et que faire une histoire du papier, faire une histoire des bouquins, faire une histoire de la diffusion, faire une histoire de l'impression en couleur qui va permettre le développement des pochettes de disques aussi, ce que je disais hier, c'est une façon de regarder la technique avec moins de méfiance. Moins, la technique est là pour nous exploiter, tout comme on dit ça sur nos petits téléphones aujourd'hui. Hein. Ils nous exploitent, mais c'est chouette. C'est ça la tension qui est intéressante. Il va se passer ça sur les comics, sur les pulps, sur les stars. C'est-à-dire, ouais, c'est un truc. Moi qui suis fils de coiffeuse, vous me reconnaissez ma coiffure. Ça fait beaucoup de peine à maman. C'est l'endroit où on peut lire des tas de trucs qu'on n'oserait pas acheter vraiment chez le marchand de journaux. L'endroit où on peut admirer. Et Edgar Morin, d'abord, va écrire un livre qui s'appelle Star, et je voudrais y venir. Alors, cette pop culture dont je parle aujourd'hui, pulp, comics book, et puis cinéma, et qu'est-ce que c'est que cette mythologie des stars? Voilà notre résumé. Voilà les pulps à quoi ils ressemblent. Et puis, voilà, on est en. Ceux-là sont de 1906, 1905. Ils commencent en Angleterre, certains, et arrivent aux États-Unis avec cette diffusion. Je vous dis, ils sont gratuits. On a l'idée de les faire payer 10 cents parce qu'un jour, on met une sorte d'assiette à côté et puis on s'aperçoit que les gens sont prêts à payer pour un bouquin qui était gratuit. Un peu comme un gratuit dans le métro. Les premières histoires de science-fiction. Et je parlais avec la si curieuse Dominique qui me disait qu'elle était un peu classique, mais finalement,
cet art classique ou cette connaissance classique littéraire, ben, on se rend compte que science-fiction, polar, ben, même littérature à l'eau de rose, littérature érotique, tout ça traverse en fait des tas de domaines. On pourrait montrer, je l'ai fait précédemment, mais il y a un petit Majoli, le mot qui traîne dans une nature morte de Picasso, c'est une chanson qu'il entendait chanter régulièrement. Donc on a des choses qui nous traversent, c'est ça que je voudrais montrer dans cette première partie en fait qui se termine là, c'est-à-dire on est traversé par des tas d'images et par des tas d'éléments qui se retrouvent partout. Mais aujourd'hui, les geeks ont gagné et donc cette idée de collectionnite, de regarder, de s'intéresser à un petit morceau à un moment donné, comment les nouvelles se développent, comment la figure du détective évolue. Et celui qui est le plus fort là-dessus, vous allez le reconnaître. C'est un extrait d'une émission Arte en ligne. Dans les pulps, et pas seulement, il est incollable. Oui, on peut parler de culture pulp, c'est-à-dire qu'en gros, au 19e siècle, donc on est dans les années 20, c'est pas loin, les livres sont encore des livres, je prends Edgar Poe, tirés à 300 exemplaires. Donc c'est des petits tirages. Au tournant du siècle, arrivent les premières revues de luxe, en héliogravure et tout, comme les magazines de mode, ou les futurs Saturday Evening Post qui s'appellent encore Colliers, qui arrivent très tôt, etc. Donc oui, il y a une culture pulp. La culture pulp, c'est quoi? C'est que la couverture ment. Un peu comme les films B des années 50. On voit de plus belles... Premier élément, la couverture ment. Les femmes qu'il y en a dans les histoires, parfois, même si elles ne sont pas très décrites, on dit qu'elle avait des formes sidéralement fuselées et tout, mais enfin, on fait attention. Elle est plus déshabillée que dans l'histoire, où il n'y a pas de raison, avec un froid polaire, qu'elle soit déshabillée. Les martiennes, je n'en parle pas, elles sont... Une martienne, elle est toujours en bikini. Dans les illustrations intérieures, elles sont également un peu déshabillées. Les monstres sont assez bien, restent bien, surtout pour Lovecraft, parce qu'ils sont assez mal dessinés. Et Lovecraft, si on le dessine bien, ben, ça devient des poulpes et des calamars. Quand on regarde les illustrations des années 30, elles sont évocatives, évocatrices. C'est-à-dire qu'on voit une espèce de format distinct, un peu comme les premiers dessins de Druillet, où il était maladroit, mais c'était parfait pour Lovecraft. Vous savez que le monsieur Dionnet en question va être, s'il connaît Druillet, c'est que c'est avec lui qu'il fonde Métal Hurlant, une espèce de le premier magazine de contre-culture, science-fiction, érotisme, bande dessinée pour aller vite et cinéma. Et en même temps, il y a le cinéma qui naît, le serial, qui est un cousin de la culture pulp, ce sera souvent les mêmes héros. Il y a un phénomène parallèle à la culture pulp qui sera vrai de la bande dessinée de l'époque et qui sera vrai du comic book qui vient plus tard, c'est le papier pulp. C'est-à-dire tout simplement la découverte qu'ont fait les Anglais avant, en publiant Dickens, qu'avec les restes de papier de très mauvaise qualité, en très mauvais état, au lieu de détruire des chiffons ou d'abattre des arbres, on peut faire un papier qui coûte presque rien et qui a un gros volume, qui est lourd. Il va y avoir les pulps où commencent des gens par des histoires étranges ou bizarres ou fantastiques ou magiques, où commencent à bosser des gens comme Siegel et Schuster, qui vont écrire dans un pulp Gladiator, première mouture de Superman. D'ailleurs, la culture pulp, elle dure très peu de temps. Ça continue après, il y a encore des pulps, mais des années 20 aux années à 35, 32, 33, il y a du pulp. Autour de 30, 32, 33 apparaissent les premiers comic books qui sont faits de bandes déjà parues dans les journaux. Puis après, ils se disent, ça coûtera moins cher de les faire soi-même, tellement ils payaient mal les dessinateurs. Ce qui était la caractéristique des pulps aussi. Hein. Ils les payaient mal quand ils les payaient. Et jusqu'en 35, le pulp, c'est encore très très fort. À ce moment-là, comme il y a successivement l'énorme succès de Superman, boum, un éditeur de pulps part immédiatement faire des comic books. Comme il y a le succès de Batman, on continue. Comme d'autre part, pour un éditeur de pulp qui s'appelle Samuel Goodman, qui a fait que des pulps,
Il y a Captain America qui se vend plus que les pulps. Ça devient Atlas puis Marvel Comics. Donc, il y a continuité des pulps au comic book avec le même papier. Ce qui fait que les pulps très anciens, s'ils n'ont pas été gardés sous vide, on les prend et ils tombent en poussière. Alors, ce qu'il décrit, parce que vous voyez à quel point le geek absolu, le type qui collectionne, qui est capable de s'intéresser à Dickens et au petit Mickey sans intérêt, il vient de vous décrire comment cette littérature pulp, c'est-à-dire des petits bouquins de la vie de tous les jours avec des histoires un peu fantastiques, petit à petit sont relayés par le développement de la bande dessinée qui s'était créée en Suisse, vous vous en souvenez, avec Topfer en 1824-30, on est presque 100 ans plus tard. Et petit à petit, par cette idée de petits strips, de petites nouvelles, parce qu'il y a trop de journaux et qu'il faut faire quelque chose qui soit intéressant, arrivent des petits BD simples. Essayer de faire 4 cases d'un coup, c'est très très difficile. Et des héros qu'on va retrouver encore aujourd'hui. Petite coquetterie pour frimer en soirée demain soir. Pop, hey, œil, pop, éclaté, crevé. C'est pour ça qu'il plisse l'œil sur le côté. Pop, c'est aussi le petit que fait un éclat quand on tire avec un pistolet ou quand quelque chose rebondit. Et c'est la contraction aussi de populaire. Mickey 29. Alors, on peut faire un petit tour parce que vous allez reconnaître des choses. Moi, enfant, dans les années 70, j'ai aussi vu passer des Blondie, pas de Dick Tracy. Par contre, du Flash Gordon, il y en avait encore dans le journal de Mickey. Alec Raymond, où vous avez reconnu des petites pin-up qui vont se retrouver sur des avions, sur des camions, et donc balader leur image un peu partout. Toujours, mais là, c'est encore Alex Raymond, c'est un pur génie. Il fait Flash Gordon, puis il fait Jungle Jim. Il ne faut pas se balader et répondre à des canards, ils vont vous emmerder. Donald Duck arrive dans ces années 30 aussi. Le merveilleux Mandrake qui empêchera de dormir Alain Resnais, voilà quelqu'un qui est un des plus célèbres spécialistes de la bande dessinée, qui va essayer d'intégrer l'univers de la bande dessinée dans son cinéma, alors que Alain Resnais, c'est aussi un niveau de compréhension de l'image et du texte très développé. Voilà. Snuffy Smith, ça c'est quand même une merveille. C'est comme ça que si tu dis que tu restes un petit peu, ta femme vient te chercher. Adaptation au cinéma de Fantôme, alors que c'était une bande dessinée. Et le plus célèbre, avec, si on voulait s'amuser à faire des transitions culturelles, alors il y en a une merveilleuse, vous chercherez d'où vient le célèbre cri de Tarzan, il vient du Tyrol. Vous chercherez de quelle façon. Le graphisme efficace de Hogarth, il est aussi fait dans ces petits magazines. Il est simple, en fait. Alors, il est simple, c'est très fort, c'est-à-dire des noirs, du trait, quasiment pas de gris, vous voyez, avec quelques hachures. Par contre, beaucoup de dynamisme qui soit très, très lisible. C'est-à-dire, si vous regardez bien, la façon dont il a ajouré l'arrière-plan, des vides, des pleins, qui font un arrière-plan, un premier plan, et il n'y a pas besoin d'intermédiaire, de toute façon, ça casserait la lecture. Des choses qui rentrent par le haut et qui sortent par le côté. Le dynamisme de la case est redoutable. Et puis, vous avez compris qu'il s'agit d'ailleurs qu'il y ait narration séquentielle, c'est-à-dire qu'on passe d'une chose à une autre. Des comics qui vont regrouper plein de petits héros, des super comics avec Terry et les pirates, avec Little Joe, et puis ce que vient d'évoquer Dionès, c'est-à-dire le succès de Batman. La bascule, voilà, Buck Rogers, ce sera les Famous Funnies, c'est-à-dire des magazines avec des stars de BD différentes. On a fait notre premier tour sur ces années 20 et sur la façon dont les images populaires et de mauvaise qualité ont envahi le public. Il y a une autre chose qu'on avait vu un petit peu, c'est comment, dans les débuts du cinéma, 1895, on a essayé de récupérer au début Coquelin l'aîné, tiens, celui qui était sur notre publicité de macaroni. Et Sully, Sarah Bernard, comment les débuts du cinéma en France ont essayé d'intégrer les acteurs du théâtre. Ça ne va pas durer très longtemps parce que ce que le cinéma fait, j'en ai fait une petite émission en ligne, c'est qu'il va inventer un vocabulaire qui lui est propre. J'ai pris ici, pour faire cette transition, le vocabulaire proprement américain. Edwin Porter, 1902, c'est écrit en haut à gauche, premier gros plan.
avec ellipse, c'est-à-dire il y a le feu, on voit le poteau, on l'ouvre, on actionne et arrivent les personnages. Donc on suppose que l'action de la main a entraîné la réaction des autres. Edwin Porter, toujours, c'est un réalisateur très très important. Vous pouvez regarder plein de films 1902-1903, ils sont libres de droit maintenant. Bronco Billy, que voilà, tire sur le spectateur. Voilà. Interaction, jeu et de réaction avec le spectateur. Et puis j'ai pris 1904 comme repère parce qu'on en est à 45 films de Méliès ici, mais aux États-Unis, Porter fait aussi Le vol de la Grande Banque. À New York, le 8 août 4 sort dans la tradition du film Poursuite, un film de Kucheon. Et en Inde, un entrepreneur ouvre une salle de cinéma. Au Japon, on en voit filmer. Tout ça se répand un peu partout. Et dans cette petite colline sacrée, Hollywood, on va trouver de l'espace pour pouvoir, dans cette auberge Blondeau, accueillir des artistes qui viennent tourner. Et puis la dernière bascule, là aussi dans la transformation de la diffusion, c'est qu'avant, c'était les forains qui s'occupaient de diffuser les films. Et un ensemble de producteurs de cinéma se réunissent et décident que le système se fera par location. Et l'air de rien, c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est même toujours le cas quand ça arrive sur vos genoux, dans votre salle à manger, et que vous regardez Netflix. C'est-à-dire, c'est un principe de location. C'est plus intéressant que de fournir l'objet et de devoir vous attraper pour le vendre. Et donc, l'Amérique, là, on est encore en Italie, parce que finalement, dans ces années 10-15, qui vont être les grands pays de cinéma? L'Italie et les États-Unis, parce qu'ils tardent à entrer dans la Première Guerre mondiale. Et l'impact social va se retrouver dans le domaine de la culture. Voilà. Mack Sennett, le grand auteur, créateur de slapstick, c'est-à-dire les films amusants américains, fonde la Keystone, qui sera la première grande film corporation mutuelle. Et la progression du long métrage se confirme. Après tout, on aurait pu très bien avoir des petits films et aller en voir plein. Ça ne s'est pas fait comme ça. Le cinéma américain va commencer à mettre des moyens. Peut-être il y a un rapprochement à faire intéressant sur le fait que cet art est nouveau, ce pays est nouveau, et donc ils vont avoir une communion d'intérêts. Peut-être aussi, c'est le moment, le jour même pour raconter ça, il y a du storytelling, c'est-à-dire ils ont envie de raconter quelque chose d'eux-mêmes, du monde et de leur conception du monde en tant que conquérants, en tant que ceux qui savent comment les choses vont se passer. Et donc, la sortie du théâtre, c'est le début du péplum, c'est le début de genres qui vont, eux aussi, être l'équivalent du pulp, c'est-à-dire être des petits films avec des super-héros. C'est les Italiens qui nous feront des péplums merveilleux dans les années 50, avec des beaux gosses à pectoraux, et qui seront les premiers films de Sergio Leone, par exemple, celui qui s'amusera avec l'histoire du cinéma. Un autre pays, ce sont les Danois qui, dans les années 10-15, ont un cinéma très, très original, puisqu'ils ne sont pas dans cette espèce de querelle européenne qu'on appelle la guerre. L'entrée en France de la guerre stoppe l'activité cinématographique pendant 1 an. Et le lien à notre actualité, on est en 1914. Beaucoup sont réquisitionnés pour l'armée, il y a des comédiens, des auteurs qui sont morts. 2 pays profiteront de l'absence de films français, l'Italie et les États-Unis. Les films américains font l'objet d'un engouement avec la Keystone dont on parlait, Charlot, Fatih et Mabel, et puis les grands films de Cécile B. 2000 et Griffith. Le cinéma français en 1918 aura définitivement perdu la suprématie mondiale qu'il connaissait avant la guerre. C'est les moyens de diffusion qui vont gagner, c'est les moyens d'organisation qui vont gagner, qui vont réunir des gens qui écrivent, mais il faut reconnaître aux États-Unis cette capacité à créer un langage propre au cinéma. Le cinéma de Méliès, c'est encore une sorte de théâtre filmé, de jeu avec la magie, de lien au cabaret. Et pendant longtemps, le cinéma va rester dans ces vieilles formules en France, en Europe un peu. Alors que le cinéma américain va comprendre, je le montrais avec cette idée de cadrage, de montage, qu'il y a quelque chose qui peut être propre à un langage cinématographique. Voilà Fatih et Charlot. Et puis, pour prendre des exemples de premières divas, puisque je voudrais parler de stars, Teda Bara qui va jouer Cléopâtre et dont les producteurs vont faire croire qu'elle est née en Égypte. Là, voilà, on est en 1920. Vous connaissez sans doute Mabel Normand qui joue souvent les ingénus, et tout autant Mary Pickford, qui, toujours dans les années 20, joue les petites jeunes filles, mais par contre est une redoutable productrice.
Celui qui nous apprend ça, c'est Antoine Cyr, c'est-à-dire un auteur d'un livre assez volumineux. Hein, c'est un beau cadeau, 59 €, Actes Sud, acheter des livres. Il s'est intéressé à ce que les actrices de l'âge d'or d'Hollywood, 30-55, c'est ma période là, ce qu'elles pouvaient apporter finalement, elles n'étaient pas seulement que des créatures à regarder, elles avaient quelquefois un positionnement dans le film, le rôle qu'elles jouaient, l'idée de pouvoir être productrice. Voilà. Et si je prends les 4 exemples avec une phrase de Antoine Cyr, qui est le petit jeune homme qui joue dans Un homme est une femme quand il est enfant, l'archétype moderne pour Greta Garbo de la créature de studio, entre beauté standardisée de la MGM, c'est-à-dire c'est les producteurs qui font tout, le réalisateur n'est pas encore le maître à bord, c'est plutôt européen ça, et le modèle plus actif qu'elle veut imposer, c'est-à-dire que les producteurs comprennent que des figures de femmes peuvent être différentes et ben, Garbo apporte des idées visuelles et par exemple porte des pantalons, c'est-à-dire apporte une notion moderne de la femme. C'est là où je veux en venir, c'est que quand je dis on est envahi d'images, on est envahi de femmes, d'affiches, de films, de disques, de livres, de super-héros, mais ils finissent en retour par dicter notre façon de vivre. Jodie Holliday, exemple d'une star oubliée, et alors que quand on regarde la petite biographie qu'en fait Antoine Cyr, morte très jeune de maladie, années 50, elle est l'équivalent de James Stewart dans les films de Capra, la naïve qui démasque une situation corrompue, et dans Madame porte la culotte, elle tire sur son mari violent, et c'est Katharine Hepburn qui, en tant qu'avocate, obtient son acquittement. C'est quand même pas mal. Ce que Antoine Cyr s'intéresse à faire, c'est de regarder, de contourner un peu l'imagerie de la femme, puisque ce sont des hommes qui fabriquent ce cinéma et que le regard qu'ils ont sur elle, évidemment, majoritairement est blanc, masculin, viril, et que les poupées sont des petites créatures de rien du tout, fragiles, à protéger ou complètement dingos. Ils cherchent, ils tirent des fils, et finalement, on se rend compte que même s'il n'y a que 2 principalement réalisatrices, même si la place des actrices noires à Hollywood est quand même très, très, très compliquée, eh bien, on découvre des figures de femmes qui vont exprimer autre chose qu'un simple attentisme. J'ai trouvé ça qui était trop mignon. C'est l'occasion de voir que voilà, le film est muet, mais c'est Montgomery dans sa Bentley, Wallace Berry dans sa maison. Hollywood nous vend du rêve, nous vend de la richesse. Une star féminine qui prend un peu le soleil, nous vend de la sexualité de loin, des pin-up. Cette imagerie a construit notre façon de voir le monde. C'est pas rien du tout. Rudolph Valentino, voilà, les stars, il y a aussi des hommes. Et Forbes, qui prépare son prochain film en faisant des sortes de cascades d'escrime. Louise Brooks comme figure à part. Ida Lupino, la réalisatrice, grande tradition de comédienne anglaise. Je pense 7 générations, donc ça remonte presque au XVIIe siècle. Elle vient aux États-Unis et transforme la façon de jouer et de faire des films. L'occasion de découvrir ça dans le livre d'Antoine Cyr. Hollywood, c'est donc du rêve pour tout le monde, tout le temps. Greta Garbo est aussi un mannequin qui vend des vêtements, Carole Lombard de la même façon. Toutes ces stars, c'est une étoile, vont briller, disparaître, tout le monde a envie de le devenir. La toile de Hopper de 1939 montre à gauche la salle de cinéma et le public qui s'y presse, et à droite, l'ouvreuse dans sa solitude de ville moderne, mais aussi dans sa solitude de ne pas être une star ou de rêver de le devenir. Des exemples sur ce que construit Hollywood, le meilleur, John Ford, 4 Oscars de réalisateur, des années 30 aux années 50, hein, sur tout ce spectre-là, et à résumer en 3 images, pas évident, hein, Marie. Une imagerie, ce lieu-là aux États-Unis s'appelle le John Ford Point, c'est-à-dire le point qui fait penser au film et qui finalement, en retour, a influencé la réalité. Le cinéma transforme le monde, nous rend le monde acceptable.
Nietzsche disait sans musique, la vie est une erreur. Alors le cinéma rendrait le monde plus facile, plus vivable. Et c'est là où Edgar Morin va réfléchir à ce que signifie l'amour qu'on a pour les stars. Chez John Ford, c'est aussi l'intérêt pour les gens humbles, pour la quête, pour le dépassement de soi, pour le courage. Et en même temps, on va voir qu'avec ma conclusion et Barthes, ben, les images, c'est aussi ce qui nous exclut, c'est-à-dire ce qui fait qu'on n'est jamais dans le monde de l'image. Ce que Hollywood est capable de créer, et que je voudrais montrer pour finir sur cette partie-là, c'est que Hollywood est capable de créer sa propre critique. Pour moi, on va se disputer, mais le meilleur film du XXe siècle, et c'est parce que j'admire Christophe, hein, à la fois parce que des stars anciennes de l'époque muette, Gloria Swanson, Swenson est à l'intérieur, aussi parce que le type qui raconte l'histoire, bah, il est là, en train de flotter. C'est quand même une astuce de voix off invraisemblable. Et que Wallstrheim est dans le film. Et que le chanteur Christophe admire absolument le boulevard du Crépuscule. La comédienne croit encore qu'elle est célèbre. Elle est aidée par ce majordome qui lui fait croire qu'elle est encore célèbre. Et au moment, je ne vais pas vous divulgacher, mais au moment où la police arrive, on va dire pour l'interroger, Wallstrheim, son majordome, qui a été réalisateur et qui l'a été dans la vraie vie, comme Gloria Swanson a été star du cinéma muet, il lui fait croire que cette arrestation est un tournage de film. Une merveille. Okay, fellas. Quiet, everybody. Lights. Are you ready, Norma? What is the scene? Where am I? This is the staircase of the palace. Oh, yes. Yes. Down below, they're waiting for the princess. I'm ready. All right. Cameras. Action! On le regarderait en entier, on ne s'en lasserait pas. Hollywood est capable de créer sa propre autocritique, de faire jouer ensemble Keaton et Charlie Chaplin vieux et d'en faire quand même un spectacle. De jouer avec sa propre image jusqu'à faire de sa colline un lieu de pèlerinage, de fabriquer des genres qui n'existaient pas et qui deviennent, par le crédit de la créativité, des genres en soi. La comédie musicale, Fred Astaire, le polar, peut-être que ce petit Huston pourrait lutter pour être le meilleur film du XXe siècle. Quoique certains l'aiment chaud, cette capacité de costumer des hommes en femmes dans une période où c'est pas très conseillé, de questionner le genre en faisant rigoler tout le monde et en concluant que personne n'est parfait. Est-ce que c'est pas du pur génie, ça? Voilà, la capacité de créer des stars à un moment donné où sociologiquement, l'Europe est à la fois à l'arrêt et le pouvoir d'achat s'est développé aux États-Unis d'une façon invraisemblable. En faisant, ça fait sourire tout le monde quand je dis ça, mais c'est tout à fait la réalité. On invente l'adolescence. C'est-à-dire que des jeunes gens jusqu'à 21 ans étaient des gamins en short et une claque derrière la tête, ça suffit, rentre à la maison. On se rend compte qu'ils ont un pouvoir d'achat et on crée, non consciemment, hein, les choses se font d'elles-mêmes. Et James Dean y participe. Une mode adolescente, des coiffures adolescentes, des centres d'intérêt adolescents, jusqu'à ce qu'avec le rock'n'roll, une culture complète qui est une contre-culture d'abord, mais qui aujourd'hui, nos amis du plan font retournez-y dès que vous pouvez des concerts, mais quelquefois des concerts parents-enfants. Normalement, les booms où j'allais, moi, mes parents, je ne voulais pas qu'ils y soient. Voilà, des stars qui deviennent elles-mêmes des images. Et dans ce qu'on appelle le mythmaker, je mettrais avec Jackson Pollock, le peintre qui, comme James Dean, meurt en accident de voiture d'une vie trop rapide. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une star? Ben, c'est facile. Il y a quelqu'un qui l'a écrit très tôt.
c'est Edgar Morin. On est en 1957. Il écrit ce livre, voilà le sous-titre Le temps qui court. Et si on regarde de près, ce baiser de cinéma est le premier. Voilà, May Irving, John Rice s'embrassent pour la première fois, ça fait scandale. Le cinéma avait pensé à appeler les acteurs du théâtre, Sarah Bernard, mais ça ne marche pas. Voilà, les rôles de théâtre et les décors de théâtre furent éphémères. La star s'élabore du côté des nouveaux héros de film qui viennent la plupart du temps des pulps, des bandes dessinées, des comics. Nick Carter, Fantomas. Et qu'est-ce qui arrive à Nick Carter? Quand il passe au cinéma, il reçoit des lettres d'amour. Alors que Nick Carter n'est pas une star, c'est un héros de film. Et on ignore même le nom de son interprète. Ce qui est intéressant et que décrit Edgar Morin, le livre a un peu vieilli, mais il est dès le début capable de nommer ce principe-là, c'est que s'invente quelque chose qui est hors du monde des humains et en même temps est un repère pour tous ces humains. Alors, il a été questionné au Forum des images qui s'intéresse beaucoup à cette circulation des images. Et moi, je ne suis pas un démystificateur, je veux dire que j'essaie de montrer les caractères, je dirais, humains qui se trouvent dans tous ces phénomènes, notamment tout cet amour que l'on porte aux stars, cette sorte que les fanatiques ont un amour obsessionnel. Si vous voulez, ça me fait beaucoup plus penser à la phrase de Marx sur la religion qui rompant avec les sceptiques, les voltairiens, qui disaient que la religion, c'est une invention des prêtres totalement mystificatrice, disaient non, c'est le soupir de la créature malheureuse. Il dit quelque chose qui est très passionnant, et je vais le laisser le terminer. Il dit, au lieu de prendre l'admiration pour les stars dans le fond du salon de coiffure pour un truc méprisable, il dit, je vais regarder ce qu'il y a d'humain dans cet intérêt, je vais regarder cette fabrication de stars, comment elle fonctionne, et je vais regarder comment elle fonctionne surtout, il est sociologue, dans la façon dont elle s'adresse au public et dont le public y répond. Et ce qu'il est en train de faire, c'est pas rien, il s'appuie sur un passage de Marx qui dit que finalement, cette religion, c'en est une, pour les stars, est une sorte de consolation de la tristesse de la vie. La star traduit quand même un besoin d'amour, et ça faisait que, tout en voyant des côtés qui peuvent être infantiles ou ridicules, je trouvais quand même que c'était une part d'humanité qui quand même méritait d'être montrée sans vouloir la dégrader. Voilà, ce que Morin montre, c'est que finalement, les stars obéissent à cette évolution parce qu'il y a un rapport affectif qui est aux héros. Les héros sont des héros, mais ils sont en même temps des médiateurs, des modèles. Ils nous servent de lien pour grandir quand on est petit. Et puis finalement, tout au long de la vie, voilà, ils offrent à l'identification des points d'appui plus réalistes que juste un héros qui serait général. Voilà, comment ces héros continuent aujourd'hui à nous nourrir, c'est ce qui va intéresser le petit Warhol dès 63. On est juste après. Comment ces héros deviennent des images et des imageries, c'est ça qui va le passionner. Rosenquist, j'en parlerai plus tard aussi. On a une seule grande star, pas anglo-saxonne, c'est Bébé. Il faut reconnaître qu'on a fait fort. J'en parlerai plus tard parce que finalement, cette question de pop, on est en 47 quand Paolozzi, en Angleterre, fait le premier collage coca, imagerie d'avion, pub avec une petite pin-up, bouffe, main qui tire et pop. Et c'est de là que vient le nom, voilà, I was a rich man placing. Le même Paolozzi commence à faire des photomontages. Si vous vous embêtez, faites du collage, du déchirage, du photomontage, c'est tout à fait passionnant. En 48, c'est la première fois qu'on joue avec cette imagerie, exposée en 56 dans une expo un peu légendaire qui s'appelle This is Tomorrow. Qui est dedans? Richard Hamilton et Paolozzi. Le Hamilton qui va participer à la pochette des Beatles qu'on a vu hier. Ce cours est super bien fait. Une petite récréation rapidement avant de voir du dur. Comment c'est fait, les Warhol? La sérigraphie, c'est une technique de multiples. Vous avez assez entendu parler de Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique. Et si Marilyn Monroe
elle est prise en photo, découpée dans un vague télépoche par un photographe qui n'est pas Warhol. Warhol, aujourd'hui, n'aurait pas de possibilité, avec le droit d'auteur développé, d'utiliser une image qui n'est pas à lui. Il va la confier à une petite machine, je vais vous montrer comment, et il va surjouer ce côté maquillage de travesti. Voilà, les lèvres débordent, tout est trop, les couleurs sont trop fortes. Parce que ce qui va intéresser Warhol, ce n'est pas seulement de surfer sur cet intérêt pour les stars, c'est aussi de le questionner par les images. Alors, comment on fait de la sérigraphie? On prend un écran avant de soie, maintenant c'est une sorte de nylon, tendu sur un support, et puis on va, selon la grosseur du grain, laisser passer la trame, une trame grossière qui est en bas, et puis une trame moyenne, voilà, parce que finalement, comme un pochoir, on va pouvoir masquer un endroit, et puis l'endroit où c'est pas masqué, ben, la peinture, la couleur, elle va passer. C'est assez simple, hein. Alors, si je vous montre les étapes, on va faire ce système. Alors, on le dessine à la main si on veut, mais chez Warhol, c'est insolé, c'est-à-dire c'est une photo qui va être reproduite. Comme on le fait depuis longtemps, on va sécher l'endroit qui masque, on va mettre de la couleur, on va prendre une raclette, on tire sur la raclette, on fait passer la couleur, on a mis une feuille de papier en dessous, merci. Et quand on retire la feuille de papier, on a le passage. L'écran n'a laissé passer que les endroits que j'ai laissés ouverts. Ce qui est drôle, c'est que Warhol lui-même, qui est un espiègle, on le verra dans une autre intervention, je suis anti-tache, c'est trop humain. J'ai choisi la sérigraphie pour tirer le meilleur parti des images préconçues par des techniques commerciales de reproduction multiples. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de faire de l'art à la main, puisque les images des artistes, des stars que je vois, elles se sont multipliées dans tous les sens. Je n'ai pas envie de faire comme si je l'admirais en le faisant à la main. Alors, on peut avoir un passage bleu, un autre écran jaune à gauche, à droite le marron, et quand on superpose les trois, en calant bien sa feuille à chaque fois, on a une sérigraphie, c'est-à-dire un multiple qui peut être reproduit beaucoup de fois. Et c'est ce que Warhol fait semblant de faire, puisque c'est plutôt Gérard Malanga, le beau gosse de son atelier, qui va faire les reproductions. Et quand Warhol voit que Jackie Kennedy est triste parce qu'on a assassiné son mari président des États-Unis, et qu'en couverture de tous les magazines, elle est la belle veuve attristée, il va prendre cette image, il va la confier à Gérard Malanga qui va en faire un écran, et il va lui demander de faire un tirage directement sur toile. Tirage qui, comme on le voit dans cette image au milieu, peut être abîmé parce que la couleur n'est pas passée et qu'il s'est passé autre chose. Elle peut être inversée, reproduite, remultipliée. Ce qui fait que la tristesse du visage de Jackie Kennedy, ben, elle a presque totalement disparu. On en a une, on en a deux, et puis on a 4 Elvis, un Elvis à 3 pattes, un Elvis tout seul. Plus vous regardez la même chose, plus elle perd sa signification, plus vous vous sentez bien et vide. Il n'y a rien de plus que le plaisir, et on comprend très bien ça devant une bonne vieille série télé nulle, de regarder quelque chose et de ne pas trop penser à ce que la société nous demande. Ce qui fait que quand Warhol va prendre l'image de Brando en train d'inventer le mauvais garçon au cinéma dans L'équipé sauvage, il va s'amuser, et c'est là où les images de Warhol sont bien plus évoluées qu'une simple reproduction, par le décaler et laisser un grand écran blanc comme si la caméra se terminait. Et ce que Warhol fait, que Cécile Guibert, qui en a fait un très bon livre, s'intéresse à faire en jouant sur la typographie. Vous voyez, à gauche c'est blanc, à droite c'est noir. Tout simplement ce que Warhol dit une chose et son contraire. Quand j'ai fini une série, je détruis les écrans sérigraphiques pour empêcher les faux. Si quelqu'un contrefaisait mes œuvres, je serais incapable de me rendre compte. En 62, il dit ça. On va voir la prochaine fois que Warhol est un penseur très passionnant. Je peins tous les tableaux moi-même. S'il y a des faux, je peux les reconnaître. Il dit ça en 80. Il dit une chose et son contraire. On s'en fout. Les deux sont vrais. Les deux valent en même temps. Les deux sont plus complexes en le disant de cette façon-là que la simple phrase toute seule. Et puis ce goût de répondre aux interviews, de jouer, voilà, une Marilyn, des bouches de Marilyn, ça devient une espèce de monstre. Si j'avais continué comme ça et que j'étais mort il y a 10 ans, je serais devenu une figure culte. Ce qu'il s'amuse à faire et qu'il est lui-même. Dernière chose, ça va nous servir de conclusion, tous des stars. Vous connaissez cette petite formule de Warhol aussi. Une grande star du rock vend des millions de disques. Si elle fait un film, le bruit court qu'elle est mauvaise, on l'oublie. Warhol, il a la vertu de comprendre ça et de le formuler. Il a la vertu de jouer avec
et d'en faire une figure. C'est très difficile, ça, d'être la mode et de courir plus vite qu'elle. Je vois un ancêtre de Warhol et il l'admire beaucoup, puisqu'il va en faire un portrait, c'est Cocteau en France. Aller plus vite que la mode. Créer un lieu en jouant tout le temps ce que les Américains savent faire dans le pop art que le pop art anglais et le pop art français ne feront pas. Assumer le côté industriel. Assumer en appelant son atelier la factory, c'est-à-dire l'usine. Je fabrique, je vends, je suis commerçant. Les Américains ont beaucoup moins de scrupules avec l'argent que nous. Faisons un lieu où tout le monde viendrait, où les fous, les originaux viendraient, et serait la nourriture de mon atelier où je pourrais prendre des photos, filmer. C'est pour ça que je reparlerai de Warhol plus tard. Là, on est encore dans le Warhol peintre. Faire de la télévision plus tard, claquer la bise à Dali, connaître Bette Midler, faire des photos avec Jagger dans sa période Polaroid qui est tout à fait passionnante, et être capable d'avoir cette formule qui résume tout notre XXe siècle et peut-être un peu plus. À l'avenir, tout le monde sera célèbre 15 minutes. Peut-être si on voulait le taquiner, ça ne dure plus 15 minutes, on a juste peut-être 2-3 minutes, c'est le moment de jouer ta chance. Et quand Warhol est interviewé dans une de ses... Andy, do you feel that the public has insulted your art? No. Why not? Well, I hadn't thought about it. It doesn't bother you at all then? No. Well, do you think that they've shown a lack of appreciation for what pop art means? No. Andy, do you think that pop art has sort of reached the point where it's becoming repetitious now? Yes. Même si vous n'avez pas compris, il joue à la star. C'est ça qui l'amuse énormément. Avant d'écouter Barthes et cette petite phrase complexe, pour aller plus loin, retrouver des King Kong. Celui de 33, c'est une merveille. Il est toujours visible et gratuit. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il est meilleur que celui des années 70. Des gens qui s'intéressent au pulp, il y en a plein. Et Internet était fait pour les geeks, pour des gens qui collectionnent, qui inventorient, qui, en français aussi, recherchent des raretés, les scannent pour tout le monde, les diffusent. Un livre chez Actes Sud, un gros livre avec un cinéphile avant les geeks, c'est la même chose. Voilà les McMahoniens dont vient Cyr et son livre Il remercie Tavernier. Tavernier est capable de reconnaître dans un plan de cinéma qui a réalisé le film lui-même, et donc tous ces entretiens qu'il a eus avec les réalisateurs, acteurs, techniciens réunis dans ce gros livre. Et je faisais la remarque hier, et c'est une coquetterie, mais ça va être un petit fil que je vais essayer de tirer de temps en temps. Je vous disais comment les artistes sont nourris de ça. Si vous avez du temps, si vous êtes des maniaques, dans ce film produit par Pathé de Nick Winter, on en trouve, je l'ai écrit sur le haut, en 1911, dans le journal de Kafka, il y a une occurrence. Il passe au cinéma, il découvre ça, et ça le passionne. Voilà, un fil rouge, un fil qu'il faut tirer sur finalement comment les artistes du monde de l'avant-garde, eux aussi, sont nourris, intrigués par ces changements. Alors, j'aurais dû vous montrer les mythologies de Barthes, et j'y reviendrai plus tard. On parlera de la déesse, de l'abbé Pierre, des Romains au cinéma, et du catch, bien sûr, parce que là, on est dans un univers redoutable. Je voudrais finir sur une chose simple qui dure 1 minute, qui est plus complexe. C'est Barthes qui est interviewé sur le plaisir de l'image et qui va dire en quoi, selon lui, l'image est plus difficile à attraper que le texte. Et il va parler d'histoire de l'art. On est parti. Une certaine force. Est-ce que il y a une prégnance plus forte de l'image sur le verbal pour vous, ou est-ce qu'il y a au contraire subversion de l'un par l'autre, c'est-à-dire du visuel par le verbal? Ce sont deux ordres très, très différents pour moi. J'ai essayé de définir l'image comme ce dont j'étais exclu. Tout le monde se souvient, ce dont je suis exclu. Ça paraît curieux de dire que l'image c'est ça, alors qu'on vient de dire qu'il y avait cette adoration, mais c'est ça la façon de le décrire, il va être plus précis.
du texte, je ne suis jamais exclu, même et surtout du texte des autres. Le texte d'un autre que j'aime, je n'en suis absolument pas exclu. Je fais ici référence un peu à ce que j'essayais de dire sur la projection à l'entretien précédent. L'image, c'est vraiment statutairement, structuralement, ontologiquement, si j'ose dire, que je suis exclu, que nous sommes tous exclus de l'image. Par conséquent, le rapport à l'image est un rapport terrible. C'est un rapport terrible. Et je me demande d'ailleurs si on ne devrait pas réexaminer toute l'iconologie, c'est-à-dire toute l'histoire de l'image, selon un parti pris, je dirais, plus terrifiant et plus violent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a une histoire de l'art qui est toujours une histoire très pacifiante, qui intègre l'image à la société, à la civilisation ou au sacré. Ou alors simplement on signale qu'il y a des marges un peu tératologiques et démoniaques de l'image, surtout dans l'iconographie religieuse. Mais c'est pas du tout comme ça que je le vois. C'est l'image est en soi quelque chose de violent et quelque chose de funèbre, n'est-ce pas, qui arrache à la vie en vous représentant la vie comme étant passée et en quelque sorte impossible. Il l'a déjà dit quand il a parlé de la photo, c'est attraper quelque chose qui a disparu. Et ce qu'il dit qui est plus fort et qui nous intéresse dans notre monde d'images dans lequel on baigne, vous avez compris l'intention de cette première partie en 4 épisodes, il y a des images partout et on en est exclu. Demain, on va recommencer à coller les bouts pour voir comment on s'en sort. À demain.